Chers amis, cette année encore, nous ne pourrons pas fêter Yom Yerushalayim en présentiel. Nous allons fêter Yom Yerushalayim, Jérusalem, capitale et réunifiée de l'État d'Israël depuis 1967. La bataille de Jérusalem a démarré en 1948. Cette bataille a été peut-être la plus meurtrière de toutes les batailles menées par Israël depuis la création de l'État. Cette bataille a été faite par des gens qui étaient tout juste sortis de la Shoah ou qui venaient d'Afrique du Nord. Ces combattants n'étaient ni équipés, ni armés, ni entraînés. Cette bataille meurtrière a permis la conquête de Jérusalem et c'est cette bataille que nous voulons vous raconter aujourd'hui. Jérusalem, capitale éternelle, réunifiée de l'État d'Israël et du peuple juif. Jérusalem que pendant des générations tous les juifs ont évoqué quotidiennement. Nous allons fêter Jérusalem parce que notre génération a la chance de vivre la réunification définitive, éternelle de Jérusalem. Chag Sameach. Bonjour et Yom Yerushalayim Sameach. Au nom de Kakel Israël, je vous invite aujourd'hui de nous rejoindre à un tour derrière toutes les histoires et les batailles pour libérer la route à Jérusalem en 1948. Cette bataille, ces soldats qui ont donné leur vie pour libérer cette route, grâce à eux, on a aujourd'hui cette capitale Jérusalem et c'est grâce à eux qu'on peut célébrer aujourd'hui le jour de Jérusalem. En 1967, on a conquis l'Est de Jérusalem, on a libéré et on a eu la réunification de Jérusalem. Et aujourd'hui, on célèbre le jour de Jérusalem. Grâce à ces soldats, ils ont donné leur vie pour nous libérer l'Est de Jérusalem. Mais n'oubliez pas que toute Jérusalem, on ne peut pas avoir cette ville sans toutes les batailles qui sont prises à l'époque de la guerre d'indépendance en 1948. Et c'est pour ça aujourd'hui, on va marcher et on va visiter ce site de bataille. Merci d'être avec nous et Yom Yerushalayim Sameach. Sha'ar Hagai. Sha'ar Hagai, vous connaissez? Sha'ar Hagai, en hébreu, ça signifie la porte de la vallée. À l'ouest, les basses terres et la côte, notamment Jaffa. À l'est, la ville de Jérusalem. Et entre les deux, une autoroute, l'autoroute 1. Demandez aujourd'hui à un Israélien ce que ça signifie, Sha'ar Hagai. Il vous dira des embouteillages. Et c'est vrai, aujourd'hui Sha'ar Hagai, c'est des embouteillages. Mais c'est rien comparé à ce que Sha'ar Hagai était en 1947. Contrairement à ce que communément l'on pense, la guerre d'indépendance de l'État d'Israël n'a pas démarré en mai 1948, mais plusieurs mois auparavant, et plus précisément en novembre 1947. Afghanistan? No. Argentina? Abstention. Australia? Pourquoi novembre 1947? C'est le plan de partition qui est voté à l'ONU. Deux États, un État juif, un État arabe. Les Arabes protestent, s'opposent à ce plan et démarrent les hostilités à l'encontre des populations civiles juives. Des bus sont attaqués, des victimes civiles sont tuées, des drames partout dans le pays. À côté de cela, les Arabes se focalisent sur la ville de Jérusalem. 100 000 Juifs y vivent et décident d'en faire le siège. Plusieurs villages autour de la ville sainte empêchent un accès facile aux forces israéliennes. Plus de 100 000 habitants juifs vivent dans la ville de Jérusalem. La ville est assiégée. Ils ont un besoin impérieux de nourriture, d'eau et d'armes également. La ville de Jérusalem est assiégée, les forces arabes empêchent l'accès des véhicules à destination de la population juive qui s'y trouve, 100 000 habitants. Pour cela, il est nécessaire d'acheminer ces camions depuis la côte. Et pour accéder à la ville de Jérusalem, une seule voie, la route qui se trouve derrière moi. Sha'ar Hagai, ici. Jérusalem, là. Entre les deux, que des villages arabes. À partir de Sha'ar Hagai, nous quittons les basses terres, la Shvela, pour arriver dans les monts de Judée.
les convois sont obligés de ralentir, ce qui rend d'autant plus facile la tâche des combattants arabes qui évidemment tirent sur les convois en dessous d'eux. Les véhicules civils essuient de nombreux tirs. Il y a des victimes chaque semaine. Cela rend nécessaire un accompagnement armé de ceux-ci. Mais les forces militaires anglaises qui se trouvent encore jusqu'en mai 1948 interdisent aux Juifs de détenir des armes. Ces armes sont donc cachées dans les véhicules. Une nouvelle étape va être franchie. Les véhicules vont être blindés. On va les appeler des véhicules sandwich. Entre une planche de carton, deux planches métalliques. Au XIXe siècle, de plus en plus de pèlerins arrivent au port de Jaffa et ont pour projet de venir visiter la ville de Jérusalem. Donc l'Empire ottoman, qui est dans un véritable bouleversement géopolitique, va décider de construire une route. Cette route qui va permettre à ces pèlerins de venir de Jaffa jusqu'à Jérusalem. Cette route, pour l'emprunter, il va falloir au moins 3 jours, 2 à 3 jours pour arriver à la ville de Jérusalem. Que fait-on lorsqu'on traverse un pays pendant 2 ou 3 jours? Nécessairement, on est obligé de s'arrêter à un moment donné dans un hôtel. Et c'est la raison pour laquelle vous avez ici une hôtellerie qui a été bâtie au milieu du 19e siècle et c'est le bâtiment que nous allons visiter maintenant. Cet hôtel, par la suite, à la fin du 19e siècle, est tombé en désintérêt. Un train a été construit, des rails ont été bâtis et depuis Jaffa, depuis la ville de Jaffa, les gens ont pris de plus en plus l'habitude de monter à Jérusalem sans passer par la route qui permettait d'éviter les nombreux brigands qui s'y trouvaient. Donc cet hôtel a perdu de son intérêt, a perdu de son succès, a perdu de sa superbe. Pendant la période du mandat britannique, entre 1920 et 1948, la route entre la plaine côtière et Jérusalem et devient ainsi de nouveau la route principale pour accéder à la capitale. Par la suite, le KKL, dans le cadre d'une opération de restauration, a réaménagé le bâtiment que nous allons maintenant visiter ensemble, mais également le parc magnifique qui se trouve derrière moi. Suivez-moi. Ne cherchez plus à réserver une chambre, aujourd'hui ce n'est plus un hôtel, mais un bâtiment, donc très exactement de l'époque ottomane, qui a été profondément réhabilité, remanié et transformé en musée. Alors un musée sur quoi? Un musée de quoi? Eh bien précisément, nous sommes au bord de la route, cette route qui a connu des affrontements militaires très importants en 1947-48 et c'est ce que retrace précisément ce musée. Suivez-moi. Nous venons de pénétrer dans la reproduction de ces véhicules blindés, ces véhicules qui ont été utilisés sur la route de Jérusalem. De part et d'autre de ce véhicule, vous avez un certain nombre de fenêtres qui nous permet, comme à l'image de ceux qui s'y trouvaient, de voir à l'extérieur les assaillants. Au milieu de ces stations, vous trouverez 2 articles très intéressants, notamment celui-ci qui est un fusil tchèque qui a été importé au début de la guerre d'indépendance depuis donc la République tchèque et qui a été utilisé très largement par les forces de défense militaires israéliennes. Ici, vous avez un Sten de facture anglaise, un fusil qui a été également fabriqué en Israël au début des années 1940 et qui a été largement utilisé dans le cadre des combats. Le basculement se fait en mars 1948. 3 convois indispensables pour les populations qu'ils allaient servir sont gravement attaqués par les forces arabes. Un premier, Kibbutz Hulda, un second dans le nord, Yechiam, et un troisième ici, Nebi Daniel, à destination de Kfar Etzion. Nous sommes actuellement dans l'un des véhicules qui a été conservé depuis les affrontements de 1947-48. Aujourd'hui, ces véhicules sont un peu des souvenirs silencieux
qui se dressent le long de la route et qui nous font nous souvenir, à chaque fois que nous nous dirigeons vers la ville de Jérusalem, eh bien, nous souvenir de ces morts qui sont tombés à l'occasion de ces combats. Une nouvelle stratégie est décidée par Ben Gurion. Pour la première fois, on va passer à la contre-offensive, à conquérir les villages arabes. Première destination, le Castel. Qu'est-ce que le Castel? C'est d'abord une fortification romaine, c'est aussi un château croisé, mais c'est surtout une élévation au-dessus de la route qui mène de la côte à Jérusalem. C'est donc un point éminemment stratégique. Avril 1948, c'est un nouveau tournant dans la guerre d'indépendance de l'État d'Israël, opération Narshon. Narshon, souvenez-vous, c'est le nom du premier hébreu qui a pénétré la mer Rouge. C'est aussi la première bataille décisive que va mener Ben Gurion et les forces de défense israéliennes ici dans cette région. En quoi cela consiste? Eh bien, nous sommes passés d'une phase défensive à une phase offensive. Les forces militaires israéliennes s'approchent du site du Castel qu'ils vont trouver à moitié vide. La conquête est relativement aisée. Nous sommes le 4 avril. Abdelkader al-Husseini, le chef militaire des forces arabes, apprenant la conquête d'un point stratégique, éminemment stratégique à la sortie de Jérusalem, appelle l'ensemble de la population arabe de venir reconquérir le Castel. Les forces militaires israéliennes essuient alors des tirs de toutes parts. Les violences sont sanglantes, les vagues incessantes. Peu à peu, les militaires israéliens sont au bord de l'épuisement. Ils attendent un renfort qui n'arrive pas. C'est dans ces circonstances que le 6 avril, un convoi composé de 300 camions parvient à accéder à la capitale. Ce convoi est également appelé le convoi Narshon. Le 8 avril au matin, ils voient arriver 3 personnages, habillés en anglais. Ils s'adressent à eux en anglais et ne comprenant pas la réponse qui leur est apportée, ils comprennent que ce sont en réalité 3 militaires arabes. S'ensuit un échange de tirs et l'un des 3 est mortellement touché. Les 2 autres s'enfuient. La relève israélienne rentre dans le fort et échange avec leurs camarades. Ils comprennent au bout de quelques heures en écoutant la radio que le commandant Abdelkader al-Husseini, celui qui est à la tête des forces militaires arabes, a été grièvement, mortellement touché, où ça? Sur le Castel. Et ils font le rapprochement avec celui qui se trouve en bas du site. La situation côté arabe est évidemment dramatique. C'est un chef éminemment apprécié de la part de la population arabe et de toutes parts de la région. Les populations arabes vont se munir d'armes et vont mener une bataille décisive contre le Castel. Nous sommes le 8 en fin de journée. Il est manifeste que les combats vont être à la défaveur des Israéliens. Et les commandants israéliens donnent l'ordre à leurs soldats de battre retraite. Ils vont rester sur place pour assurer la retraite des soldats. La bataille, évidemment, va conduire à des pertes dramatiques côté commandement israélien. Le lendemain, une nouvelle force du Palmar va reconquérir le fort, où ils ne trouveront aucune force militaire arabe. L'ensemble de la population, en réalité, se trouve à Jérusalem, participant à l'enterrement d'Abdelkader al-Husseini. Depuis 1948, le fort est demeuré entre les mains israéliennes. Ils vont y aménager des bunkers, des tranchées que vous pouvez évidemment
visiter. Nous sommes à quelques kilomètres à peine du territoire entre les mains des Jordaniens jusqu'en 1967. Aujourd'hui, le site du Castel est un site historique, mais également mémoriel. Et vous avez un certain nombre de stations qui font référence justement à l'ensemble de ces soldats qui sont tombés à l'occasion de ces conflits militaires. On est en mai 1948. Les forces de défense israéliennes doivent de nouveau libérer la route vers Jérusalem. L'opération Narshon est terminée, mais de nouveau, les villages arabes qui se trouvent en haut des collines qui longent la route vers Jérusalem attaquent systématiquement les convois qui s'y dirigent. N'oublions pas qu'à Jérusalem, près de 100 000 juifs attendent effectivement de la nourriture, de l'eau, de l'énergie. Bref, ces convois sont indispensables à la survie des habitants de Jérusalem. 7 mai 1948, opération Maccabi. Il s'agit pour la brigade du Harel d'aller conquérir chacun des villages arabes qui persécutent les convois en destination de la ville de Jérusalem. À leur tête, Yitzhak Rabin, futur Premier ministre de l'État d'Israël. Chacun des villages arabes qui effectivement attaquent ces convois vont être reconquis les uns après les autres afin de permettre effectivement à ces convois d'accéder à la ville de Jérusalem. Saïr, Beth Marsir sont par exemple certains de ces villages. Beth Marsir, village dans lequel nous avons retrouvé un certain nombre de documents administratifs, des pièces d'identité d'un nombre très important de soldats tués sur la route à destination de Jérusalem. 11 mai 1948, opération Maccabi terminée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la route qui est derrière moi, la route à destination de Jérusalem, est ouverte. Les collines, on n'y trouve plus de combattants arabes pour empêcher les convois qui vont y arriver. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. Quelques jours plus tard, la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël et immédiatement les pays arabes limitrophes vont attaquer le jeune État indépendant. La Syrie, le Liban, la Jordanie, l'Irak et l'Égypte. Derrière moi, le site de Latroun. Le site de Latroun est un site éminemment important dans l'histoire contemporaine israélienne, mais également dans l'histoire biblique. Latroun est cité à plusieurs reprises, et notamment dans le cadre des batailles avec les Maccabiens. Sur ce site fréquenté, nous avons effectivement ce chemin qui part de Jaffa à destination de Jérusalem, mais nous avons également une route très fréquentée à l'époque biblique et postérieurement, qui va de Ashkelon à Ramallah. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, nous avons les croisés au XIe ou XIIe siècle qui ont construit ici une tour d'observation qu'on appelle le Toron des chevaliers. Et une fois que les chevaliers, une fois que les croisés ont quitté le territoire ici, eh bien, les Arabes ont raccourci le nom et on est passé de les Torons des chevaliers à Latroun. Latroun est un site de croisement, un site très important. Les Anglais, dans le cadre de leur mandat 1920-1948, eh bien, qui vont construire à cet endroit une fortification, un fort Tagar, le fort qui se trouve encore aujourd'hui et que vous avez la possibilité de visiter, qui se trouve juste derrière moi. Cette position, Latroun, est alors occupée par les Anglais qui libèrent le lieu et juste derrière, les Jordaniens vont prendre leur place quasiment sans combattre. Et ça sera peut-être une erreur stratégique parce que la prise par les Jordaniens de Latroun va de nouveau rendre difficile, voire impossible, le transport de marchandises, d'eau, de vivres et de médicaments à destination de la ville de Jérusalem. Nous sommes en mai 1948, il faut aller conquérir de nouveau Latroun. Sur ce site, 4 batailles importantes. Ben Noun Aleph, Ben Noun Bet, Yoram et opération Dani.
toutes ces batailles dont Israël va être à l'origine vont se solder par un échec côté israélien et de nombreuses pertes humaines. Notamment Ben Noun, Aleph, plus de 70 soldats tombés au combat. Et systématiquement, quelles que soient les stratégies mises en œuvre, c'est un échec du côté israélien qui a à subir de lourdes pertes. La route depuis Jaffa à destination de Jérusalem est fermée. Il va falloir trouver une autre solution. Nous sommes actuellement au point de vue de Harel. Et à ce point de vue, nous avons derrière moi une carte qui explique précisément le chemin de Birmanie. À l'est, la ville de Jérusalem, la route numéro 1 qui rejoint la plaine côtière. Ici, Sharagai. Un peu plus loin sur la route numéro 1, Latroun. Souvenez-vous, de Sharagai à Latroun, la route est bloquée. Autour de Latroun, les forces jordaniennes. Il va falloir trouver une solution alternative. Cette solution, elle arrive comme un miracle. 3 soldats israéliens partent à pied de Kiryat Adinvim, à l'est, et se dirigent vers l'ouest. Ils empruntent un chemin qu'ils découvrent miraculeusement, un chemin de berger qui leur permet de s'approcher effectivement de Latroun. Le surlendemain, c'est avec une Jeep qu'ils vont emprunter ce chemin. Ils vont se rendre compte qu'effectivement, ce chemin est praticable. 29 mai 1948, un autre équipage part du kibbutz Hulda, donc plus à l'ouest. À son bord, nous avons Shamir, nous avons Chorev et nous avons Gavroche. Et ils se dirigent vers la ville de Jérusalem en employant eux aussi un chemin qu'ils découvrent. Et à mi-chemin, précisément là où je me trouve, vont se rencontrer cet équipage avec Shamir d'un côté et de l'autre, un autre commandant qui est venu de Kiryat Anavim, Ra'anana. Et c'est ainsi que le miracle de la route de Birmanie prend tout son sens. Les 3 soldats ainsi que Ra'anana ont découvert ce chemin qui leur permet, tout en étant à l'abri, non visible depuis le site de Latroun, de relier la plaine côtière à Jérusalem en contournant la partie de la route qui posait difficulté, à savoir depuis Latroun vers Sharagai. 24 heures plus tard, un premier convoi part de la plaine côtière et arrive effectivement à la ville de Jérusalem qui n'était plus alimentée depuis 2 semaines au moins. Et ce chemin va être emprunté durant tout le mois de juin avec des véhicules qui partiront de la côte et d'autres véhicules qui les retrouveront précisément à l'endroit où je me trouve. Ici, une partie critique du chemin, le serpentin, une série de virages que les camions ne pouvaient emprunter tellement la pente est raide. La solution, elle est simple. Il faut laisser une partie des camions en haut et d'autres en bas. Et entre les deux, des hommes, des ânes, des chameaux qui vont vider les camions du haut pour remplir les camions du bas. À d'autres endroits, on y installe même des plaques métalliques pour faire progresser le plus loin possible ces camions. Le chemin est difficile. Le KKL a mis à disposition ses moyens humains et techniques pour agrandir ce chemin. Et vous avez ici par exemple un tracteur qui est reproduit, qui va permettre justement au convoi de l'utiliser. Et grâce aux efforts du KKL, ce chemin a donc pu être utilisé de manière ininterrompue depuis la plaine côtière jusqu'à Jérusalem.
Ce chemin va être utilisé pendant 6 mois jusque la bataille de Dani permettent la conquête de Lod et de Ramleh, et ainsi sera empruntée une autre route que l'on appelle aujourd'hui la route 44, et la route de Birmanie ne sera alors plus utilisée. Cette route est restée dans les mémoires évidemment israéliennes. Ce qui est peut-être moins connu, c'est la raison pour laquelle nous appelons cette route la route de Birmanie, et bien précisément en référence à ce chemin qui a été construit au début de la Seconde Guerre mondiale afin de contourner le blocus japonais dans le cadre du conflit militaire sino-japonais, cette route qui a été construite par les Américains et les Anglais. C'est donc en référence à cette route qu'a été nommé ce chemin que nous empruntons aujourd'hui. La route de Birmanie a permis de préserver et de sauvegarder les habitants de la ville de Jérusalem. Aujourd'hui, le KKL a réaménagé la zone, notamment à la suite de l'assassinat de Rabin, et a donc créé ce parc Rabin. Sur ce chemin, sur cette route de Birmanie, vous y trouverez notamment un certain nombre de panneaux d'information qui vous éclaireront sur les épisodes du conflit autour de la route de Jérusalem. Nous sommes maintenant au cimetière de Kiryat Anavim. Kiryat Anavim, c'est d'abord un kibbutz, la cité des raisins, dans lequel effectivement se trouve ce cimetière. Dans ce cimetière, on trouve plus de 130 soldats israéliens qui y sont enterrés et qui ont participé directement aux batailles qui se sont déroulées sur la route de Jérusalem. Ce qu'il y a de particulier, et lorsque l'on lit les différentes stèles qui sont ici exposées, on est frappé par l'âge de ces soldats qui y sont enterrés. Il n'est pas rare de trouver une majorité d'entre eux qui ont entre 18, 19 ou 20 ans, mais pour certains, ils ont perdu la vie à l'âge de 15 ans, 16 ans. C'est dramatiquement jeune pour des soldats qui ont participé à de tels combats. De nombreux soldats sont ici enterrés. Chacun d'entre eux a une histoire incroyable à raconter. Arrêtons-nous devant celle de Jimmy Shemi, un commandant de bataillon décédé à l'âge de 22 ans à l'occasion d'une dernière bataille du côté de Ben Shemesh. Il souhaitait ardemment qu'à la suite des combats, on puisse organiser un cimetière qui soit dédié à l'ensemble des combattants qui auront participé à cette guerre terrible, et éventuellement même qu'on y installe une œuvre artistique. Il se trouve que Jimmy Shemi avait pour père un sculpteur. Et ce sculpteur a érigé ici même dans ce cimetière une stèle et a demandé à être enterré aux côtés de son fils dans ce même cimetière. Jimmy, père et fils, sont ici enterrés. Dans les opérations militaires qui se sont déroulées entre 1947 et 1948, 1% de la population juive est tombée au combat. Sur cette population qui est tombée, ceux que nous avons à pleurer aujourd'hui, 20% d'entre eux ont été tués à l'occasion de ces batailles sur la route de Jérusalem. 20% de tous les morts qui sont tombés à l'occasion de la guerre d'indépendance. Parmi ceux qui ont combattu en 1948 sur la route de Jérusalem, il y avait aussi des poètes. Chaim Gouri, un poète israélien, une figure du XXe siècle. Prix Sokolov, prix Bialik, prix d'Israël. Il a participé à toutes les guerres. Chaim Gouri, souvenez-vous de ce nom. Il a écrit des poèmes magnifiques, et notamment Bab el-Ouad. Bab el-Ouad, tous les Israéliens connaissent ce poème. Il est question précisément de l'endroit où on se situe. Sharagai, c'est la même chose que Bab el-Ouad en arabe. Bab el-Ouad retrace les combats qu'il a vécus en tant que soldat en 1948, lorsqu'il conduisait lui aussi des camions à destination de Jérusalem, lorsqu'il croisait des amis sur le bord de la route
blessé et parfois mort. Chaim Guri nous a quittés en 2013, mais il nous a légué un magnifique poème, Bab el Ouad. Je vous propose de vous en faire la lecture. Ici je passe, je me tiens à côté du rocher. Une autoroute asphaltée noire, des crêtes de montagne, des pierres. Le soir s'assombrit lentement et une brise marine souffle. Au-dessus de Beth Machir, la première lumière des étoiles brille. Bab el Ouad, souviens-toi de nos noms pour toujours, là où les convois à destination de la ville ont percé. Notre gisant mort étendu sur le bord de la route. Le squelette de fer, comme mon camarade, est muet. Ici du goudron et du plomb, cuits au soleil. Ici les nuits se sont passées avec le feu et les larmes. Ici le chagrin et la gloire cohabitent. Bab el Ouad. Il pouvait exister Jérusalem sans Israël, mais il ne pouvait pas exister Israël sans Jérusalem. Avec le plan de partition de 1947, Jérusalem devait être une ville internationale. À partir de 1948, avec le conflit avec les populations arabes, puis ensuite avec les pays arabes qui attaquent le jeune État juif, il n'y a plus de ville de Jérusalem internationale. Alors il est nécessaire et indispensable de sauvegarder le cœur de Jérusalem, de protéger les habitants juifs de Jérusalem. De nombreuses batailles ont été menées d'ici jusqu'au Castel afin que la population juive de Jérusalem puisse survivre en attendant la fin des hostilités en 1949. Pour Ben Gurion, Israël est le cœur de la nation juive et Jérusalem est le cœur d'Israël. Et ceux qui ont participé au combat de 1948, puis au combat de 1967, ce sont ceux qui ont permis aujourd'hui à l'État d'Israël d'avoir Jérusalem comme capitale. En attendant, je vous remercie de nous avoir accompagnés durant cette journée et je vous souhaite Yom Yerushalayim Sameach. בליבנו רק שיר אחד קיים, ירושלים, אין ירדן